Bon, on recommence, le stream a bugué, donc bon, on recommence tout. Du coup, on était sur Dapr. Du coup, hier, on avait fait taille, là, on fait Dapr pour faciliter le développement microservices. C'est tout un framework qui permet d'envoyer des messages entre les services, faire la configuration, envoyer des secrets, je suppose, etc., etc. Donc, là, j'ai installé euh, Dapr avec la commande PowerShell, sauf que si ça marche pas chez vous, il faut que vous ajoutiez les execution policy remote signed. Bon, c'est cette commande là plutôt à installer, sinon ça marche pas. Une fois que j'ai lancé la commande d'app init, et du coup, bon bah ça c'est fait. Donc ça a téléchargé. Ils disent de faire un dap run. On verra bien ce que ça fait. Voilà. Du coup, bon, il faut autoriser les accès en pare-feu. Hmm. Bon, bah, ok. Je sais pas ce que ça fait, mais ça m'a fait un truc. Donc maintenant, on va aller dans la liste de ce que ça... Bah, dans les concepts. Alors du coup... Donc c'est un runtime qui permet de fabriquer... enfin, de fait de fabriquer bon, des microservices, des brésiliens, sans état, avec état, etc. En fait, ça va vous faciliter beaucoup de choses. Alors c'est un framework qui est encore en développement. Donc on verra les limites, etc. de ce qu'on peut faire. Euh, Donc on peut plugger ça avec Dapr, mais en fait on peut le déployer. En fait, une fois que vous avez fait votre dev, vous pouvez le déployer théoriquement sur Kubernetes très facilement. Donc ça, on verra bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le quick start pour voir. Donc on va faire le Hello World. Donc le tutoriel va montrer ici comment exécuter Dapr localement sur la machine. Ok. Donc là, ils le font avec une appli Node.js. Donc pour montrer que c'est vraiment pas lié à Microsoft. En fait, en gros, hein, c'est développé par Microsoft. Donc on pourrait s'attendre que ça ne marche qu'en .NET. Mais non, ce n'est pas le cas. Ce qui est assez bien. Enfin, qui est même très bien. Donc là, par exemple, ils vont déployer une application Node.js qui va s'enregistrer à des messages de commande et les persister. Donc, donc le diagramme il va présenter ce que ça fait. Donc il y a l'application. Donc vous avez votre code, votre application en Node ici. Et vous avez une application, un runtime Dapr qui est lié. Et votre application communique avec Dapr avec l'API Dapr. Donc chaque service que vous avez créé va avoir son runtime Dapr. Et Dapr va savoir agnostiquement, de manière agnostique, aller, par exemple, c'était des states. Et vous choisissez quel gestionnaire de state vous allez utiliser, par exemple Redis ou un autre. Je ne sais pas ce qu'ils utilisent dans leur démo, on verra bien. Et vous pouvez à l'extérieur aller directement sur, par exemple, un contrôleur order sans connaître réellement son adresse. C'est un peu comme Taille. En fait, ça va lancer des services, mais vous savez pas comment. Et vous savez surtout pas où. Enfin, vous savez où vous devez aller. Enfin, vous savez ce que vous devez chercher, mais vous savez pas où vous allez le chercher. Sur quel serveur. Euh, donc, ils vont aussi apparemment déployer une application Python. Et le Python a aussi son runtime, forcément. Et vous voyez que le Python pourra aller générer des items dans le conteneur Node, qui lui va l'enregistrer dans les states. Donc on verra comment ça fonctionne. Donc, euh, bon, on va peut-être pas faire celui-là parce que j'y connais rien en Node ni en Python.
Donc, et Postman, c'est pour tester les services. Et Docker, je fais tourner Docker sous WSL. Donc ça, on va pas le faire. Donc on va juste regarder ce qu'ils font. Donc ils clonent le service. Euh, Enfin, ils clonent le code. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que bah, ils vont lancer. En fait, ils vont lancer sur le port 3500, mais seulement si il n'y a pas la variable d'environnement d'app HTTP port. Euh, Ça, c'est dans la configuration du projet hein, qui viennent de cloner ici. Et après, l'URL, c'est l'URL des services à attaquer seront localhost, toujours localhost, attention. Et vous avez le port qui est dynamiquement affecté à Dapr, sauf si vous le lancez manuellement. Et vous avez une certaine URL à respecter. Et là, ça sera le nom du state que vous voulez sauvegarder. Donc là, par exemple, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sauvegarder une variable d'état dans le store qu'on a choisi. Donc on va regarder. Donc l'environnement runtime de d'Apr va créer des environnements, une variable d'environnement avec le port, donc c'est ce qu'on a vu là. Donc, et par défaut, c'est 3500. Et dans l'étape numéro 3, on va envoyer un message en post au système et il va donner un nom de state, enfin un nom d'état dans l'enregistrement d'état. Enfin dans le magasin d'état. Donc là par exemple, quand il va faire un post, il va chercher sur New Order. Il va poster sur New Order. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? On va regarder. Ah non, sur le post, sur soit un post de New Order, il va récupérer la donnée. Donc ça, doit être du côté JS, je suppose. C'est qui? Ouais, ça doit être ça. C'est Node qui fait ça, donc je pense que c'est du Node. J'ai jamais vu. Hein. Du coup, il récupère la donnée, il prend l'ID de commande. Donc là, il va mettre un log. Bon, ok, c'est la commande autant. Là, il crée un objet state qui va avoir bah, la clé, c'est order, et la donnée, ça va être la commande qu'il a reçue. Et après, il va faire un post sur le state en disant que c'est du JSON et voilà, et après il y a la réponse pour savoir si ça marchait ou pas. Donc c'est tout. En fait, ce qu'il fait juste, c'est qu'il va poster sur cette URL là. Donc en gros, l'URL, ça sera localhost avec le port qui a été défini par Dapr et sur l'URL state. Donc ça, c'est parce qu'à mon avis, dans les futures versions, s'ils changent, bah, ça sera soit 1.1, 2 ou 3. Ça, il faudra voir dans les guides de migration. Ok. Donc, et après, l'application expose un endpoint. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Et en fait, il reçoit un new order, une nouvelle commande, et du coup, il l'enregistre dans le magasin d'état, qui est persistant. Ok, et après, ce qu'ils font, euh, c'est que là, du coup, il y a un get HTTP qui permet de récupérer le dernier état qu'on a envoyé. Donc, du coup, il va récupérer euh, oh. Donc là, ils disent bon, là, par exemple, c'est pour récupérer.
Ah oui, non, pardon, le state utéré, oui, voilà, c'est ça que je comprenais pas. En fait, le state, il a le nom du store. Donc en fait, ça sera, si on veut récupérer la variable order qu'on a envoyée ici, la dernière, la variable d'état courante, en fait, il faut rajouter le state URL slash et le nom, ça donne le nom slash order. Donc en fait, dans le state store, il y aura l'état order qu'on a enregistré. Donc là, il récupère la commande du magasin d'état persistant et du coup, si la réponse est OK en HTTP, bah du coup, il va retourner la réponse. Sinon, il retourne un message qui dit j'ai pas l'état. Donc ça, c'est pour... ça, on le testera en .NET. Hein. Je ne vais pas le faire dans un autre langage. On le fera tout à l'heure en .NET. Du coup, là, ils ont fait une application Node.js qui, pareil... ok, bon. Ok. Voilà, après, il y a des fichiers de config à faire. Ça, on le fera, on va le faire directement. C'est pas Wheezy Wheezy, hein, quand même. Le quick start est quand même assez complexe. Parce qu'en fait, là, ils disent pas où je la récupère, ou alors ils l'ont dit au début. Ah oui, non, mais elle est déjà là, en fait. En fait, il faut cloner ce truc-là, en fait. Un ppjs. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il faut cloner le repo, donc ok, non, j'ai rien dit. Donc du coup, là, il démarre une application, un service avec un nom, un ID. Il dit sur quel port ça doit lancer et sur quel port HTTP ça doit sortir. Euh, et du coup, euh, donc là, ils disent où c'est placé les composants d'app. Bon. Du coup, il y a le statestore.yaml. Donc, ce qu'on va aller voir, c'est ça. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Hop. Oui, du coup, je viens dans notre onglet et j'affiche le fichier qu'ils nous ont dit. On- alors, quand vous exécutez localement, en fait, la première fois qu'on le lance, il va créer un fichier apparemment, ça on le vérifiera. Et, et il faut que le fichier contienne ça. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas le state store. Ils l'ont pas commit. Non. Ils l'ont pas commité, c'est dommage. Donc en fait, le state store, du coup, il va dire, enfin, va falloir le modifier. Donc là, ils disent que bon, la documentation, elle est là, hein, d'Apre, comment ça fonctionne pour le lancer. Et du coup, là, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils vont dire, ok, bon, mon API, elle va aller sur cette API version, mon service. Et dans le composant, je vais avoir ça sera un composant. Et dans les specs, je vais avoir un state store qui est de type Redis. Et du coup, lui, il va monter automatiquement à Redis. Ça, j'avais déjà testé par moi-même. Mais on le refera tout à l'heure. Du coup, là, vous pouvez mettre un autre type de state. Il va le faire tout seul. Vous pouvez mettre apparemment, vous pouvez mettre un RabbitMQ ou un Mongo ou je sais pas quoi. Donc, voilà. Du coup, on continue. Donc, là, ce qu'ils vont faire, c'est que
Donc ils disent que d'Apre et Node.js, les applications fonctionnent, enfin sont en train d'exécuter. Vous pouvez poster un message avec différents outils. Alors là, je sais pas comment ça marche. Alors, là, du coup, par exemple, pour faire un curl en postant sur la méthode newOrder, et le contenu, ben, c'est un contenu que vous lui poussez. Par contre, ça, je ne connais pas cette syntaxe. Du coup, j'ai l'impression qu'il peut directement envoyer la donnée là dans la méthode newOrder de Node.app. Mais est-ce qu'il y a ça vraiment dedans? Oui, il y a un post newOrder. Donc ça, apparemment, on peut directement invoquer une méthode. Mais je sais pas si c'est dû à Node. Ça doit être plutôt du Node, ça, du coup. On va tester Node payload. Ah, j'aime pas du tout Google. Bon, je sais pas si c'est Dapr qui permet de faire ça ou si c'est Node.js. Bon, apparemment c'est Dapr. Dapr invoke. Bon, après, je sais pas comment il sait où ça se trouve. Bon, on testera, hein, voir si ça marche. Ah oui, si, on invoque sur Node.app la méthode newOrder. Ah, donc ça serait ça. Ah oui, d'accord. Ok, du coup, on va chercher sur le service qui a l'ID Node.app. On va faire un, un post sur la méthode newOrder qu'on retrouve ici dans l'URL. Et on va lui passer la donnée. Pourquoi pas. Et en Postman, on peut aussi le tester comme ça. Ok. Bah on verra tout ça parce que bon voilà, comme ça, enfin juste en lisant, bon, ça a l'air bien, mais on essaiera de comprendre un peu plus. Donc là en Python, ils font la même chose, hein, donc ici, ils reprennent le port d'Apre, sinon ils mettent 5000, 3500. Du coup, ils redéfinissent une URL. C'est bizarre qu'ils n'ont pas mis le port ici, à mon avis, ils ont dû oublier. Ah non, ils formatent, ok, ils formatent comme ça. Ça doit être une syntaxe Python du coup. Donc ça, on a la même chose que l'autre côté, et du coup, là, ils font juste un travail en continu qui va envoyer une commande directement à la gestionnaire de state. Enfin, il va poster à la node app un new order qu'il mettra dans le state, et comme ça, on aura le state dans le persistant 1, 2, 3, etc. Donc, chaque fois qu'il va passer, il va envoyer l'objet commande. Et après, il nous montre comment arrêter un service, comment arrêter une application avec Dapr. Ok. Et après, si on fait un Dapr list, donc en fait, ici, si je lance une nouvelle commande, si je fais un Dapr list, je devrais avoir la liste de tous les API qui tournent. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a un truc qui tourne sur 58.250, donc on va essayer d'y aller. Calost 2.58.250. J'ai un autre phone. Donc, à mon avis,
Bon, je sais pas ce que c'est, mais à mon avis, ça doit être Dapr qui doit s'exécuter comme ça, mais on verra bien. Donc si j'arrête là, normalement ici, je dois plus rien avoir. Donc ça tournait bien, mais je sais pas ce qu'il y a derrière. Ok. Et donc du coup, ben voilà, ben, après on peut stopper les ID. Et ça c'était les concepts. Donc là on va juste voir les concepts et puis je m'arrêterai là. Après on va faire joujou avec .NET pour faire ça. Donc en gros, on peut accéder aux API d'Apr directement apparemment en HTTP en gRPC. Je testerai pas le gRPC parce que bon, pas mon but. Du coup c'est bien ça. Donc à chaque fois qu'on veut faire un type d'action, il y aura une URL particulière. Donc là, si on veut invoquer un service, c'est invoke. Si on veut mettre un gestionnaire d'état, hop, on appelle state. Du coup, il faudra bien un magasin d'état de l'autre côté. Si on veut publier des messages, apparemment, c'est plus sage public. Si on veut souscrire au message, au topic, on souscrit. Les bindings, qu'est-ce que c'est? Bon, je sais pas trop. Et après, il y a les acteurs. Les acteurs, c'était quoi? Je l'avais lu, ça déjà. Euh, Bon, après, il y a la doc. J'avais compris ce que c'était à un moment, mais je me rappelle plus. Euh, Je crois que c'est des. Ouais, ça doit être des environnements de code qui sont. Il me semble hein, qui sont. C'est des bouts de code qui sont instanciés à la volée, je crois, et un peu comme les Cloud Method, là, ce qu'on peut exécuter à la volée, et ça nous coûte rien en hébergement, je crois. Enfin, juste à la consommation. Ça, faut avoir. Mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et après, il y a les secrets, forcément, bah, si je veux pas que mes data. Par exemple, si je publie ça sur GitHub, je voudrais pas que mes secrets, bah, forcément, soient publiés. Que on a ça. Euh, voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je relance. Enfin, je vais pas relancer le stream, mais je vais m'activer à faire ça en .NET. On va s'amuser. Donc là, je coupe juste 2 secondes la vidéo.